Ilay, dans cet épisode, on va explorer le fait que, apparemment, selon toi, il faut être vraiment fou pour, en 2026, être une astrologue. Pourquoi tu dis ça, Ilay, aujourd'hui? Bon, la formulation est un peu forte. Cela dit, c'est vrai qu'il faut être un peu fou, un peu folle pour être astrologue aujourd'hui, parce que la charge émotionnelle qui est projetée sur l'astrologue est très très dense et elle nous vient de très très loin. En fait, le métier d'astrologue est ancien comme le monde et les premiers astrologues, en vérité, étaient aussi des prêtres. Il faut le savoir. Ils avaient ce rôle de pontifex entre le ciel et la terre, entre le divin et les humains. C'était des conseillers en fait au roi et c'était aussi des prêtres. Et donc il y a une charge, toujours cette charge collective sur l'astrologue qui aujourd'hui est sensiblement différente parce qu'il y a aussi plein de dynamiques d'hérésie qu'on a projetées sur lui, de marginal, etc. Et puis de rejet du corps religieux. Mais il y a toujours quand même cette projection assez dense, assez chargée sur l'astrologue qui et à la fois un pont entre les étoiles et nous, et puis c'est cristallisé sur ce rôle d'hérétique de personnes qui s'inscrit dans la dissension religieuse, qui ne s'inscrit pas dans le dogme religieux. Donc il y a beaucoup de dynamiques divergentes comme ça sur l'astrologue qui font toujours partie de l'inconscient collectif. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile et il faut être un peu fou pour être astrologue aujourd'hui, c'est vrai. Donc ouais, c'est assez challengeant et tu me partageais que dernièrement là, tu as reçu un post démoralisant, en tout cas un commentaire d'une personne qui te disait oh là là, c'est démoralisant ce que tu me partages. En fait, pourquoi ça vient activer des choses chez ces personnes? C'est ce que tu dis, ça vient les mettre dans l'ombre, dans leurs ombres, et donc du coup, c'est par moment on va venir te rejeter la faute sur toi, comme cette personne l'a fait en fait. Oui, c'est très intéressant de voir ça depuis cette perspective parce que effectivement, depuis une perspective d'astrologie archétypale, on conçoit le symbole, l'archétype, depuis à la fois sa polarité positive, mais aussi sa polarité négative. Et l'astrologie archétypale considère que l'âme a une richesse infinie. On s'intéresse particulièrement au travail de l'âme plutôt qu'au travail prédictif, qui est une autre discipline de l'astrologie. Mais l'astrologie archétypale, elle s'intéresse vraiment à l'âme dans toute sa globalité, toute sa complexité, toute sa beauté. Et il y a une part particulièrement négative qu'on peut considérer démoralisante, qui fait partie de notre ombre. Mais dans l'astrologie archétypale, on considère tout en fait. Donc effectivement, quand on s'attend à quelque chose qui nous booste, qui est très un peu dans les trends de manifestation, sois la meilleure version de toi-même, t'es magnifique, t'es impeccable, ne change rien. Quand on s'intéresse à l'astrologie archétypale, ça peut être parfois un peu démoralisant, mais à terme, c'est extrêmement transformateur. Est-ce que c'est aussi une astrologie un peu de surface qui vient peut-être brosser dans le sens du poil, alors que toi, l'astrologie que tu as envie de pratiquer et de transmettre, c'est une astrologie qui va plonger dans les ombres et donc du coup remuer? Je pense que oui, il y a plusieurs types d'astrologie et c'est totalement normal. Il y a aussi une astrologie un peu lisse qu'on considère un peu superficielle. Quand on s'intéresse à l'astrologie, moi je me suis d'abord intéressée à ce type d'astrologie, c'est la plus facile d'accès et c'est totalement normal. Mais c'est vrai que depuis ma perspective et depuis une perspective d'astrologie archétypale, on considère qu'il ne faut surtout pas décomplexifier la richesse du symbole, parce que c'est lui enlever toute sa richesse, toute sa densité, c'est le parler à sa place en fait. Et on peut pas parler à la place du symbole. C'est le symbole qui nous parle et qui doit nous traverser, et il nous traverse aussi parfois à travers des aspérités un peu négatives. Comment t'en arrivais, toi, à venir dans cette astrologie-là, archétypale, et se dire vraiment, je vais vers quelque chose qui est quand même profond, lourd, il y a énormément de projections, je vais parler en ligne, je vais parler de ça, je vais aider les personnes à comprendre, et du coup, je vais avoir des retours de flamme aussi par rapport à ça. Comment t'as avancé pour oser te lancer? Mon parcours initial, en fait, c'est que j'ai toujours un peu baigné dans l'astrologie quand j'étais petite, mais je me suis vraiment tombée dans le bain de l'astrologie il y a à peu près 6 ans, parce que j'étais dans une période assez compliquée où mon corps me parlait en symptômes. C'était une période assez compliquée d'un point de vue psychosomatique, d'un point de vue corporel. J'avais des symptômes, des douleurs, etc. Et il n'y avait pas de réponse dans le corps médical.
Donc j'ai dû me pencher sur d'autres voies, en particulier sur l'astrologie. Alors je dis pas que c'est la réponse à tout. Pour moi, ça en était une, aussi avec différentes modalités thérapeutiques qui s'intéressent à l'inconscient, au travail de l'ombre, au travail de l'enfant intérieur. Mais l'astrologie m'a aidée parce que l'astrologie archétypale propose un autre langage que le langage scientifique, rationnel, médical, cartésien qu'on connaît. C'est un autre paradigme que je considère féminin parce que c'est le langage du symbole et donc qui est plus rond, qui est plus rythmé, qui est plus cyclique, qui nous indique que la vie se déroule à travers des phases, parfois des phases plus denses, plus compliquées, mais que la vie continue en fait et que tout change, rien ne se transforme. Il y a vraiment cette dynamique-là dans l'astrologie archétypale, dans l'astrologie générale. Et puis pour te répondre, quand je me suis lancée, je me suis tout de suite lancée un peu sur Instagram sans vraiment penser aux tenants et aux aboutissants, à ce qui pouvait se passer en termes d'image, en termes de visibilité. Et puis j'ai très vite appris un peu sur le tas comment gérer cette image, les projections aussi qui sont faites sur l'astrologue, à la fois sur Instagram, mais aussi dans l'espace de consultation, qui est un espace magique en fait que je considère comme lumineux, donc vraiment où il y a une espèce de magie qui s'opère dans la consultation astrologique. Et pour moi, il faut être très attentif aux mécanismes de projection dans cet espace, parce qu'il y a à la fois un mécanisme de projection du consultant vers l'astrologue, mais aussi de contre-projection, de contre-transfert de l'astrologue vers le client. Et pour moi, il faut en être très conscient. Donc c'est ce qu'on voit en permanence dans les dynamiques que tu as sur les réseaux, des personnes qui peuvent rejeter ce que tu peux partager. Tu as eu beaucoup de posts aussi avec beaucoup de commentaires. Est-ce que tu sens que tu es à ta juste place parce que justement, il y a de la projection, il y a un travail qui se fait, il y a des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs? Oui, je pense, quand je m'inscris dans vraiment une dynamique. Quand je regarde les choses depuis un peu plus de hauteur, je perçois les choses comme ça et je suis très contente de mon parcours, de comment ça se déroule, parce que je pense que c'est pas fini et c'est toujours en mutation, comme nous tous. Mais c'est vrai que parfois, je suis aussi imbriquée dans des dynamiques un peu, où ça me met pas bien, ça me renvoie à ma propre ombre. Et ça force au travail de l'ombre. On en a souvent discuté, mais ça force à ce travail-là parce que si on veut continuer dans ces espaces-là, il faut en être conscient. Pour moi, Instagram, c'est un espace de projection. Pourquoi il y a un terrain fertile dans l'astrologie en 2026 sur Instagram? Je pense qu'il y a eu vraiment un changement qui s'est opéré dans le collectif depuis quelques années, où on sent que c'est palpable, où les gens s'intéressent de plus en plus au langage symbolique. Alors pas forcément que l'astrologie, il y a d'autres langages évidemment, selon les affinités de tout un chacun, mais au langage symbolique, au langage du symbole qui sort de la dynamique cartésienne, rationnelle, qu'on peut considérer comme masculine, ascensionnelle en fait, de devenir la meilleure version de soi-même, de dépasser ses limites, de manifester l'impossible, etc. Évidemment que ça a une valeur avérée, mais je pense qu'on a aussi besoin d'un langage que je considère comme féminin, qui est le langage du symbole, qui va dans l'ombre, qui va dans la profondeur. Et en fait, je pense que on perçoit de plus en plus cette polarité, cette binarité entre ces processus un peu binaires entre le mouvement transcendant, donc devenir la meilleure version de soi-même, s'inscrire dans une forme de verticalité, et puis le mouvement immanent qui considère qu'il faut aller vers l'inconscient, vers le travail de l'ombre, vers le corps aussi. Ce que je constate aussi de plus en plus sur Instagram, c'est qu'on élague de plus en plus le corps. Et par exemple, quand on parle de système nerveux, c'est ultra intéressant parce que on voit qu'on parle de plus en plus de l'importance du système nerveux, réguler son système nerveux, revenir au système parasympathique, etc. Mais en fait, c'est une autre formule pour parler de l'inconscient, du langage féminin, de cette polarité. En fait, on parle encore et encore seulement de la polarité du père archétypal et de la mère archétypale. Et revenir au langage de l'inconscient, revenir au langage symbolique, c'est revenir à la mère archétypale qui a été complètement élaguée pendant des années et des années, et on en a besoin, on le ressent de manière collective. Est-ce qu'on rejette l'astrologie aujourd'hui comme on rejette le féminin et les valeurs du féminin dans une société très dirigée vers le masculin? Oui, je le pense fondamentalement. Évidemment, c'est pas du tout une question de genre. C'est vraiment une question d'énergie yin et yang. Et effectivement, surtout quand on perçoit cette espèce de
un peu de condescendance quand on dit qu'on est astrologue ou qu'on s'intéresse à l'astrologie. Tout de suite, cette réaction, enfin tout de suite, disons de beaucoup de personnes, et alors hommes et femmes, enfin ça n'a pas du tout trait aux gens, cette espèce de condescendance qui nous dit ah mais c'est un métier, c'est pas un métier, c'est un métier de charlatan, c'est n'importe quoi, tu crois vraiment à ça, etc. On sent qu'il y a un rejet qui dit beaucoup plus de choses que juste une condescendance de surface. Pour moi, c'est aussi un rejet du féminin, du langage du féminin. L'astrologie a toujours été assignée à ce langage du féminin. Ça en dit très très long sur ce rejet de cette énergie-là. Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer justement grâce au réseau, grâce à des personnes comme toi qui parlent d'astrologie, qui montrent la profondeur de l'astrologie, la science qu'il y a derrière, et puis le fait que depuis la nuit des temps, cet outil est utilisé? Oui, absolument. C'est en train de changer pour le mieux. Je le constate de plus en plus. Il y a de plus en plus d'astrologues. C'est génial. Je m'en réjouis vraiment. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire aux astrologues, aux aspirants astrologues, c'est de ne pas réduire leur complexité, ne pas aseptiser leur complexité, s'ils ont envie de dire leur profondeur, de manière à être acceptés. Parce qu'il y a ce rejet, cette condescendance envers l'astrologue. La première réaction, surtout quand on poste du contenu, notamment sur Instagram, c'est de vouloir aseptiser ces contenus, les rendre digestes, se calquer sur des personnes qui ont l'ascendant dans le milieu, ou alors vraiment adopter le même jargon, les mêmes mots-clés qui reviennent, de manière à ne surtout pas avoir une forme de rejet du collectif, qu'on nous blâme, qu'on nous dise ah mais tu dis n'importe quoi, etc. Mais le symbole est profondément individuel et singulier, et je pense qu'on a tous notre propre jargon, notre propre champ lexical pour parler, je sais pas, du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, etc. Et mon conseil, ce serait de ne surtout pas aseptiser ce langage-là, parce que c'est désacraliser, en fait, vraiment, pour moi, le symbole. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la désacralisation. Donc, c'est très important. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comment tu as réussi à avoir un contenu qui n'est pas du tout aseptisé, qui peut être considéré comme hérétique, justement? Il y a toujours une part de moi que j'aseptise, que j'édulcore un peu, parce que je pense que c'est normal. Il y a toujours cette volonté de rentrer dans le consensus, d'être accepté par le consensus. Et chez moi, c'est une grande partie de ma personnalité. Mais disons que plus j'en suis consciente, et plus je reste fidèle au symbole, et j'accepte qu'il me traverse et qu'il me parle, plus moins j'édulcore en fait ce que je dis, et plus ça reste vrai. Parfois c'est un peu polarisant, mais je reste fidèle à ce que le symbole me dit, à la richesse de l'astrologie archétypale, plutôt qu'au consensus. En fait, c'est une histoire de choix. Est-ce que tu te sabotes par moment, tu enlèves des phrases, des mots, des angles qui viennent pour toi être je peux pas dire ça en public? Oui, 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 évidemment, évidemment, ça fait partie, je pense, de la dynamique de tout entrepreneur, de se saboter, de vouloir lisser ses aspérités pour ne surtout pas choquer. Il y a toujours une part de nous, en fait, qui veut, encore une fois, rentrer dans le consensus, être accepté par le collectif. Mais je le fais de moins en moins. J'essaie vraiment de moins le faire, parce que c'est pas être à mon service, en fait. Et je pense que de manière générale, c'est pas être au service du collectif que de lisser ces aspérités-là de nous. Donc un astrologue en 2026 et depuis la nuit des temps est au service du collectif et doit accepter d'être franc, tranché et exprimer quelque chose qui peut être rejeté, mais justement c'est pour ça qu'on vient aussi le chercher. C'est ça un bon astrologue en 2026? Oui, je pense que c'est ça. C'est aussi, alors c'est pas que ça. Il s'agit pas de déranger le collectif pour déranger le collectif. Parfois, c'est dire aussi des choses qui sont des mots de grâce, des mots positifs, parfois très simples en fait. Le mot n'a pas besoin d'être complexe pour être vrai. Mais pour moi, un bon astrologue entre guillemets, c'est vraiment un astrologue qui travaille sur lui avant tout. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, tout ce que nous proposent notamment les réseaux sociaux, toutes ces dynamiques-là nous proposent d'être en dehors de nous, d'exposer nos vulnérabilités, d'être au maximum sur la plateforme et de tout exposer. Sauf que quand on travaille avec l'inconscient, il y a forcément une part de nous qu'il va falloir protéger, qui est un peu plus vulnérable, qu'on va vouloir un peu cacher. Et je pense qu'il faut aussi respecter ça. C'est cette part de nous qui souhaite un peu
pas se montrer, qui souhaitent aussi être invisibles, peut-être respecter ce temps de latence de l'invisible avant de l'exposer. D'abord travailler avec le symbole de cette manière avant d'en parler, en fait. Et donc ouais, d'utiliser l'astrologie à son service et puis d'avancer pas à pas sans se dire d'un coup je vais avoir du contenu complètement aseptisé qui me ressemble vraiment. C'est un chemin aussi que toi t'as entrepris depuis 6 ans et qui se fait pas à pas, qui peut pas se faire d'un seul coup quoi. Oui, exactement, ça se fait pas à pas, exactement. Et puis, moi, je considère vraiment ce métier comme un métier saturnien, donc un métier qui se décante avec le temps. Ce que je faisais au début de ma pratique en astrologie n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, même en consultation. En fait, c'est un métier qui évolue. On doit faire des consultations pour que ça évolue. Je pense que c'est très important de, même si on est un astrologue qui fait des formations, etc., mais de rester en contact dans la consultation astrologique parce que c'est toujours le consultant qui va nous apprendre des choses, en fait. Et vraiment, c'est ça, la consultation astrologique, c'est un espace de co-création. C'est-à-dire qu'un astrologue va venir avec tout son savoir académique, mais pour autant, dans l'espace de consultation, ça lui sert je dirais presque à moins de 50%, parce que c'est ce qui se déroule dans la consultation qui est importante. Et je pense même que le consultant, il vient pas forcément pour énormément de savoir académique, astrologique, il vient pour ce qui va se passer dans le moment, pour être vu, pour être contenu dans ce moment. Je pense que c'est beaucoup plus important que le savoir académique. Et malheureusement, c'est ce que je constate de plus en plus sur les réseaux et ce que j'ai moi-même fait pendant très longtemps, c'est de donner plus de place au savoir académique. Mais quelque part, c'est aussi donner plus de place au langage masculin, vertical, ascensionnel, cartésien, pragmatique, parce qu'on ne fait pas confiance au langage symbolique féminin. On fait pas confiance au langage de l'intuition, au langage du corps somatique, parce que dans la consultation astrologique, il y a aussi le corps qui parle. Parfois, le consultant va dire des choses qui vont résonner dans mon corps, et c'est important d'être en résonance avec ça, sinon on passe complètement à côté de sa consultation. Ouais, donc il y a vraiment une astrologie à dominante féminine que tu emmènes qui permet aussi de contrebalancer la grande dynamique masculine qu'on peut retrouver sur les réseaux, dans nos vies en général. Mais on sent ce basculement. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne qui voudrait faire de l'astrologie en 2026 devrait step back, reculer par rapport à l'engagement que ça demande et peut-être l'espace un peu de champ de bataille que pourrait se révéler pour elle cette personne. Non, je pense pas qu'il faille step back. Au contraire, s'il y a une impulsion, s'il y a un désir d'être astrologue, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important ici pour l'individu et pour le collectif. C'est une vocation, hein, vraiment. Et moi, je relie ça beaucoup aussi au daimon, qui est l'appel de l'âme qui vient du très fond de nos entrailles et qui nous mène vers la voie juste. S'il y a un appel pour être astrologue, ça veut dire que c'est une voie juste pour l'individu. Il faut suivre cet élan-là. Le brimer, au contraire, ce serait se faire du mal, ce serait faire du mal à son âme et au collectif. Mais c'est juste, je dirais, dans la dynamique d'Instagram, de vraiment être conscient de à quel point on aseptise son langage, à quel point on tente de se caler sur un paradigme patriarcal masculin, parce que c'est très étrange. C'est un domaine où il y a beaucoup de femmes dans l'astrologie, mais pour autant, on parle encore le langage masculin, le langage patriarcal. C'est très intéressant ce qui se passe. Donc, être conscient de ça, je trouve que ça peut mener assez loin. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre il y a 6 ans sur ce chemin d'astrologue que tu as emprunté, qui vraiment t'aurait aidé à dire ok, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça avant pour être conscient des risques, des dangers, des difficultés de ce chemin-là. Alors ça paraît très très simple, mais c'est vraiment de faire confiance à mon intuition. Mais il y a 6 ans, je m'inscrivais pas du tout là-dedans. Moi, je viens du milieu de corporate, je suis ascendant Capricorne, je m'inscrivais vraiment dans une dynamique extrêmement pragmatique, extrêmement cartésienne, et donc j'en étais pas du tout à ce point-là de ma vie. Mais à l'époque, je pense, si on m'avait dit fais davantage confiance à ton intuition, à la fois pour vraiment ta découverte de l'astrologie, va vers ce qui te parle, ne t'inscris pas forcément dans le dogme. Alors oui, effectivement, il y a les fondamentaux de l'astrologie qu'il faut connaître, mais aussi d'aller spontanément vers ce qui nous attire.
aussi de ne surtout pas lire que des livres d'astrologie. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans tous mes espaces. Mais après, on devient un spécialiste. Un spécialiste, c'est bien, hein, mais c'est un peu boring d'être que spécialiste d'une discipline. Au contraire, l'astrologie, c'est un champ de correspondance. C'est faire des correspondances entre le ciel et la terre, entre le ciel et les humains, mais aussi des correspondances entre la lecture, les mythes, l'art, aller dans un musée, voir un archétype, lui laisser la parole, les films, tout nous parle en termes de correspondance et le langage de l'astrologie est un langage de correspondance. Est-ce que c'est ce que tu offres dans ton accompagnement psyché avec le live que tu fais, c'est aussi un espace de vous êtes dans l'astrologie, vous êtes astrologue, tenez bon, croyez en vous, croyez en votre intuition, n'écoutez pas ces commentaires ou ces personnes autour de vous qui pourraient, surtout au démarrage d'une activité, vous saboter ou vous tirer en arrière? Oui, exactement. En fait, ce que je propose dans Psyché, c'est déjà proposer un autre langage qui est le langage de la psychologie des profondeurs. Donc, j'ai vraiment croisé l'astrologie académique avec la psychologie des profondeurs. Donc, déjà montrer qu'il y a tout un champ qui est beaucoup plus dense que l'astrologie traditionnelle, qui s'attache plus aux rouages de l'âme, de la psyché, etc. Et puis surtout, en pratique, leur proposer des pratiques d'imagination active, des pratiques d'amplification du symbole qui va vraiment leur montrer en fait qu'elles ont le savoir de manière intuitive et de faire confiance à ce langage, les laisser se faire traverser par le symbole, rencontrer le symbole, l'archétype en imagination active et dans le travail d'amplification, et donc leur donner vraiment du pouvoir, qu'elles croient en leur pratique, et puis qu'elles puissent enrichir leur pratique pour les astrologues, mais aussi pour tout autre praticien du monde de l'invisible, des praticiens spirituels et ésotériques. Et ouais, comme tu dis, c'est se connecter à cette part féminine qui a été minorée, qui est minorée par la société, mais qui est en train d'être amplifiée, et d'y faire confiance en fait, vraiment d'y croire et de pouvoir avancer, et que la pratique, qu'elle soit astrologue ou d'autres outils, numérologie haute ou de l'invisible ou quelque chose même d'émotionnel, de psychologique ou autre, il y a quelque chose genre de non palpable et ça demande d'y croire pour le voir au fur et à mesure et voir son impact sur le monde, quoi. Exactement. Et puis dans les espaces de live, donc il y a toutes les participantes et les participants, et donc on voit qu'il y a aussi tout un travail de résonance. Quand quelqu'un parle, ça parle en général au collectif. On s'aperçoit aussi qu'on n'est pas tout seul, qu'on est traversé par ces dynamiques de manière collective. C'est ça aussi l'astrologie, de dézoomer de vraiment du prisme individuel, presque un peu parfois narcissique, il faut le dire, et de voir vraiment comment l'archétype traverse le collectif et à quel point finalement on n'est pas séparés du tout, on appartient à un tout. Et quand tu parles d'archétypes, tu parles des signes solaires, tu parles aussi des planètes, de personnalités. En psyché, en général, j'explore en particulier les signes du zodiaque, parce que les signes du zodiaque sont déjà d'une richesse infinie pour comprendre la psychologie jungienne. Et dans les lives, on va parler des planètes, des signes, des aspects, évidemment, de toutes ces aspérités techniques de l'astrologie. On va regarder aussi les thèmes des participantes. Donc, je regarde aussi leurs thèmes et on en parle, on en discute, on regarde qu'est-ce que vient nous dire leur thème astro. Et puis aussi des thèmes astro de célébrité pour voir vraiment comment ces archétypes sont vécus par des personnalités publiques avec le prisme qu'on a de leur vie, même si évidemment on connaît pas tout. Génial, merci Ilaï. On arrive à la fin de cette interview. Et quel est le message que tu voudrais que les personnes retiennent de principal dans ce qu'on a échangé aujourd'hui et le fait d'être fou ou folle de se lancer dans l'astrologie en 2026? Se lancer dans l'astrologie et être un peu fou, un peu folle. En réalité, c'est pas ça, c'est pas la folie au sens pathologique, évidemment. C'est plus accepter de sortir du consensus collectif. En fait, quand on est astrologue, il faut savoir qu'on va accepter de toute manière de sortir de ce consensus-là, parce que c'est un métier qui est considéré comme un peu hérétique, qui n'est pas accepté par le collectif. Et de toute manière, il faut cette position un peu extérieure pour pouvoir apposer un regard sur le collectif. Donc ça vient aussi un peu avec son lot de solitude, avec son lot de questionnement, de travail de l'ombre. Mais c'est un travail qui est absolument merveilleux, qui est tellement riche. Une fois qu'on plonge dans l'astrologie, on n'en ressort jamais vraiment. C'est une boîte de Pandore qu'on ouvre et qu'on ne referme jamais, qui nous accompagne toute la vie. C'est un langage qu'on apprend vraiment. C'est un nouveau langage, comme quand on apprend l'espagnol et qu'on ne connaît pas l'espagnol. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'accepter justement cette part d'ostracisation, d'aliénation, pour pouvoir vraiment mener à bien sa profession.
l'accepter, y travailler et puis travailler avec l'inconscient, travailler avec le symbole et ne pas omettre le féminin, l'aspérité féminine de nos métiers, surtout à ne pas omettre, en fait, parce que c'est difficile, je vous l'accorde, on s'inscrit dans une logique masculine, collective, mais ne surtout pas omettre l'aspérité féminine du langage astrologique. Et c'est ce qui donnera une unicité à chaque astrologue, c'est aussi d'embrasser sa part féminine à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir justement sortir cette unicité et libérer ce qu'elle a libéré sur le chemin de transformation. Merci beaucoup Ilay. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que propose Ilay, regardez dans la description, il y a toutes les informations. Et je trouve, ça m'a fait penser à ça, c'est très juste, c'est que quand je suis allé en Espagne et que j'y ai habité 2 ans pour pratiquer l'espagnol, je suis allé en petit groupe, pratiquer l'espagnol, m'entraîner avec d'autres gens. Et en fait, c'est la même chose pour l'astrologie. Si vous voulez pratiquer de l'astrologie, il faut avoir aussi d'autres personnes avec lesquelles parler ce langage. Et je trouve que Psyché est très adapté à ça. Merci Ilay et à très bientôt. Merci beaucoup Julien, à bientôt.